De plus en plus de jeunes au boulot dès l'âge de 12 ans, le ministre du Travail réagit. Vous pourriez être la vedette d'un film pornographique sans même le savoir. Et une pluie de poissons s'abat sur l'Australie. Pour démystifier l'information, c'est à nous de jouer. Alors, on rappelle à nos téléspectateurs que nous sommes en direct sur la plateforme Twitch et que vous pouvez poser vos questions sur celle-ci. On va y répondre à la fin de l'émission. Aussi, allez vous abonner à notre Instagram, notre Facebook et notre TikTok. Bonsoir, Joanne. Bonsoir, Élodie. On va commencer avec cette nouvelle des jeunes de plus en plus jeunes qui commencent à travailler, même dès l'âge de 12 ans. Exactement, et le gouvernement veut encadrer le phénomène selon le CIUS, qui a établi une enquête en janvier 2023 sur 18 000 adolescents au secondaire. 62% travaillent actuellement, contre 26%, en fait une hausse de 26% par rapport à 2021. Tandis un autre chiffre impressionnant, Élodie, plus de la moitié des secondaires 1 travaillent aujourd'hui, contre 13% seulement en 2022. Secondaire 1, là, c'est 12 ans. Ce sont en fait des enfants. Exact. Et le ministre du Travail a réagi par rapport à ça. Il a dit qu'il ne voulait pas mettre la pression de la pénurie de main-d'œuvre sur les épaules des jeunes. Oui, M. Jean Boulet, le ministre du Travail, qui a dit aussi que la limite à 17 heures serait fixée en principe dans son projet de loi par semaine pour les adolescents et qu'il y aurait au maximum un âge de 14 ans qui serait requis pour travailler. Tous les travailleurs de moins de 14 ans, finalement, pourraient perdre leur travail dès le mois de septembre à la rentrée scolaire. Alors, il y a une compagnie pharmaceutique maintenant qui a dit pouvoir produire et vendre de la cocaïne et plusieurs autres drogues, mais il semblerait qu'il y ait peut-être eu un petit problème de communication. Ça a même fait réagir partout dans le monde. Un gros problème de communication, Élodie, c'est Ad Astra Labs qui a reçu une approbation de Santé Canada pour produire, vendre et même distribuer de la cocaïne et aussi de l'héroïne, de la morphine et des extasies en Colombie-Britannique. Alors, on sait déjà que depuis février, c'est possible en Colombie-Britannique d'avoir des petites quantités de cocaïne sur soi sans pour autant être en infraction. Justin Trudeau, par contre, par rapport à ça, on parlait d'un problème de communication, s'est dit choqué et a dit que ce n'était pas normal qu'une entreprise se vante de fournir de la drogue, en fait, de nombreuses erreurs de communication. Ailleurs dans l'actualité, maintenant, on connaît bien la majorité pour aller acheter de l'alcool, pour voter. Mais maintenant, la France aimerait instaurer la majorité numérique. Exactement, c'est les députés de l'Assemblée nationale française qui ont montré un peu un exemple de la majorité numérique. Et si le Sénat adopte la loi, Élodie, ce qui va se passer, c'est qu'à partir de 15 ans, enfin plutôt au-dessous de 15 ans, il faudrait une autorisation des parents pour avoir des réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, Twitter. Et donc, c'est une véritable révolution. On s'interroge de plus en plus sur l'usage des réseaux sociaux par nos enfants. Oui, d'ailleurs, on en avait discuté la semaine dernière après une enquête du journal à ce sujet sur les effets des réseaux sociaux sur la jeunesse. Et on va avoir l'occasion, j'imagine, d'en reparler parce que est-ce que ça pourrait s'en venir au Québec prochainement? À suivre. On verra bien. Et on poursuit dans nos nouvelles internationales. On se transporte cette fois aux États-Unis parce que la Maison-Blanche a réagi à un texte de loi du gouverneur général de l'État du Tennessee qui souhaiterait légiférer, voire même interdire les spectacles de drag queen. La Maison-Blanche qui dit que c'est ridicule, voire même dangereux. On va mettre carte sur table ce soir avec Guillaume Lavoie, qui est notre expert en politique. Bonsoir, Monsieur Lavoie. Bonjour. J'aimerais savoir tout d'abord, parce que c'est une nouvelle qui a fait beaucoup réagir, notamment les internautes sur TikTok. Il y en a plusieurs qui parlent d'un retour en arrière même. Ça divise la section des commentaires, mais surtout, ça divise le pays. Est-ce que cette guerre culturelle, c'est un peu un danger présentement aux États-Unis? Bien, il faut savoir que d'abord, cette guerre culturelle n'anime pas, là, au premier chef, la majorité des Américains. Elle est par contre magnifiquement utile pour mobiliser les bases très impliquées tant à gauche qu'à droite. Et on voit d'ailleurs au sein du Parti républicain, dans une logique de positionnement assez claire, de mettre au devant ces enjeux-là parce que ce sont des enjeux qui mobilisent la base profondément. Est-ce que ce sera extraordinairement payant le jour des élections? Ça reste à voir, mais pour ce qui est de solidifier une base engagée au sein de ses propres rangs, les enjeux de ce type-là
les manifestations et exagérations des woke à gauche comme à droite sont particulièrement payants pour une base électorale mobilisée. Je trouve ça intéressant et ça m'amène à mon prochain point. Joe Biden, en campagne électorale, avait été vu par la génération Z comme étant un peu le sauveur des droits humains, un protecteur. Est-ce que vous pensez qu'il a un rôle à jouer dans ce cas précis-là au Tennessee? Ce serait un rôle politique certainement, c'est-à-dire que quelqu'un qui serait en désaccord avec ce qui se passe au Tennessee, surtout s'il est le président des États-Unis, il a ce qu'on appelle en anglais un très gros porte-voix. Mais le Tennessee est souverain de faire les lois qu'il veut lorsque ça le concerne. Le débat ne sera probablement pas tranché par le niveau fédéral, le président américain, mais plutôt par la Cour suprême. On pourrait imaginer que cette loi-là soit amenée devant les tribunaux, portée devant les cours jusqu'en Cour suprême, parce que là, le débat, c'est pas est-ce que les drag queens sont une bonne chose ou une mauvaise chose, mais plutôt est-ce que cette manifestation-là, un show de drag queen, relève pas du premier amendement, c'est-à-dire la liberté d'expression. Et probablement que ce serait un bon pari d'imaginer que cette chose-là finisse devant les tribunaux. En tout cas, ça fait beaucoup réagir. Il y a des manifestations à travers tout le pays. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous ce soir, M. Lavoie. Et on le rappelle à nos téléspectateurs, c'est possible de visionner du contenu exclusif, une chronique que nous a préparée notre invité sur TikTok. Alors, on poursuit parce que le mois de mars, ça rime aussi avec résultats trimestriels. Ceux-ci sont particulièrement importants cette année parce que la menace d'une récession plane toujours. Bon, j'ai dit plein de mots compliqués, mais j'ai pensé vous expliquer ça ce soir avec mon plateau de jeu. C'est quoi une récession? Comment ça se calcule? On va voir ça ensemble. En fait, il y a certains économistes qui utilisent cette méthode. C'est une méthode qui s'échelonne sur 6 mois. On va regarder le produit intérieur brut d'un pays. On va voir s'il y a une diminution. S'il y a une diminution, c'est une récession. Si on prend par exemple notre premier mois d'observation juste ici, alors ça va bien, là. C'est un pas pire montant d'argent. Le PIB, d'ailleurs, que je tiens à vous le préciser aussi, c'est tout ce qui est produit par un pays, tout l'argent qui est produit, que ce soit par les entreprises ou encore les particuliers. Donc, le premier mois de nos observations, ça a bien été. Ensuite, le deuxième, une réduction. Et le dernier, encore plus de réduction. Et ce que vous voyez présentement à l'écran, ça ici, c'est ça, la récession. Est-ce qu'on se dirige vers une récession au Québec et au Canada? J'ai pas de boule de cristal, je connais pas l'avenir. C'est impossible à déterminer, même pour les économistes les plus expérimentés. Mais ce qu'on sait par rapport aux derniers résultats trimestriels, eh bien, c'est que le PIB n'a pas changé, il est resté stable. On s'attendait à ce qu'il augmente, mais finalement, ce ne fut pas le cas. Alors, évidemment, on va continuer à suivre tout cela de très près. La semaine dernière, on vous avait parlé de cette vidéo, un deepfake, de l'hyper-trucage. C'était Joe Rogan qui recevait Justin Trudeau à son podcast. Finalement, ça s'est avéré complètement faux, tout cela. On en avait discuté avec un expert en entrevue. Ça avait fait beaucoup réagir sur nos réseaux sociaux. Alors, on a pensé demander à notre maître du jeu de démystifier tout ça. On s'en va la rejoindre. Béatrice, c'est quoi ça, l'hyper-trucage, le deepfake? C'est le fait de prendre des vidéos ou des audios déjà existants puis de les superposer sur d'autres vidéos, d'autres audios, tout ça grâce à l'intelligence artificielle. Fait qu'on prend quelque chose qui existe, on prend d'autres choses qui existent, on met ça ensemble puis ça crée quelque chose de complètement nouveau. Exactement. Et là, là où ça devient très problématique de plus en plus, c'est que en fait, selon un documentaire de la BBC, il y aurait 96 de ces vidéos-là qui seraient de nature pornographique et la très grande majorité des victimes seraient des femmes non consentantes. OK. Est-ce que ça s'en vient au Québec, ce phénomène-là? C'est déjà depuis récemment au Québec. Il y a la vedette Véronique Cloutier qui a été victime d'hypertrucage pornographique. D'autres vedettes internationales aussi, j'imagine. On parle de Zendaya, de Taylor Swift, d'Ariana Grande et même de Michelle Obama. OK. Est-ce qu'il y a des lois qui entourent tout ça? Rassure-moi. Heureusement, elle a dit, il y a une loi qui va bientôt rentrer en vigueur au Royaume-Uni pour condamner les personnes qui partagent ou qui créent de l'hypertrucage pornographique. OK. Donc ça, c'est déjà en discussion.
et au Canada maintenant? La question que tout le monde doit se poser à la maison. Au Canada, il n'y a pas encore de loi, malheureusement, contre l'hypertrucage pornographique. Cependant, on se rappelle de la loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité, loi qui condamne la distribution non consensuelle d'images intimes. Merci beaucoup, Béatrice. On se retrouve à la fin de notre émission. Et on le rappelle à la maison, c'est très important de faire attention à ce qu'on trouve sur Internet. On s'en va rejoindre pour le segment que vous adorez, semaine après semaine. Notre journaliste Gabriel nous a préparé un palmarès de l'actualité insolite des derniers jours. Alors, on commence la première pioche. Une pluie de poissons s'abat sur l'Australie. Oui, c'est une histoire assez loufoque là, qui s'est passée dans les territoires du nord de l'Outback. Plus précisément, c'est des trompes d'eau. Des trompes d'eau, c'est une tornade sur l'eau qui va venir soulever les poissons dans la tornade. Et là, elle va s'avancer vers les villes. Et plus elle avance, moins elle est forte. Donc là, les poissons vont tranquillement tomber sur le sol, ce qui va créer une pluie de poissons. Là, on parle de poissons, mais il peut y avoir d'autres animaux aussi qui peuvent faire ça. Il y a des grenouilles, des oiseaux, tant que c'est assez léger là, pour que la tornade les soulève. Moi, j'ai déjà en tête le bulletin météo en Australie cette journée-là. Il va faire 40 degrés Celsius avec des averses de poissons. OK, prochain. Une livraison vieille de 600 ans en Amérique latine. Oui, c'est un homme du Pérou. En fait, il a eu en héritage une momie vieille de 600 à 800 ans. Et là, il a vécu avec cette momie-là pendant 30 ans. Il vivait avec elle comme si c'était une personne encore vivante. Il écoutait des films, il se faisait à manger, comme si la momie était encore vraiment en vie. On ne connaît pas vraiment les circonstances, mais cette momie-là, elle a été retrouvée dans un parc. Et là, quand l'homme a été interrogé, il a dit qu'il allait rejoindre des amis et qu'après ça, il voulait faire un don au musée. Parce que cette momie-là, elle a été retrouvée dans un sac isotherme puisque l'homme est un ancien livreur. Il est pour l'instant en détention provisoire. Là. Plus, si on a d'autres informations, on va vous le dire. OK. Il manque des détails là-dedans. C'est une amitié un peu improbable. OK. Il retrouve un colis de 45 000 dans sa cour arrière. C'est au nord de Montréal. Un homme, dans le fond, il est sorti dans sa cour le matin et là, sur sa corde à linge, il y avait un colis quand même assez détruit. Il y avait approximativement 1 kilo de cannabis, des téléphones cellulaires, une arme blanche et d'autres produits. Ça se fait en fait à cause qu'il y a des drones qui vont aux prisons donner aux détenus de la marchandise. Sur ce cas-ci, c'était la prison Bordeaux. Mais là, ça pose des problèmes dans le quartier parce que les drones, ils font extrêmement de bruit. Et là, les citoyens, ils se disent, bien, la nuit, ça les réveille et ça les dérange. Le colis a été saisi et il sera bientôt détruit. Ça avait d'ailleurs fait manchette ces livraisons par drone dans les prisons. On va sans doute en reparler. Objet non identifié dans le ciel de Montréal. Ça s'est passé jeudi soir. Il y a 4 objets lumineux à très basse altitude qui ont parcouru le ciel de Montréal. Et là, ça a fait beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Il y a eu des vidéos, des photos. Les gens se demandaient est-ce que c'est un avion, des avions, est-ce que c'est des ovnis, des objets volants non identifiés. Mais finalement, c'était des hélicoptères de l'armée canadienne qui revenaient d'un périple du Sud. Il est en formation tellement serrée, tellement collée, à très basse altitude que ça a posé confusion là, chez les citoyens. Je dois t'avouer, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce qu'on parle d'un autre ballon chinois? Ben non, finalement, c'était juste des hélicoptères. Bon, ben merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de t'accueillir sur notre plateau et on se retrouve la semaine prochaine. Alors, c'est l'heure de répondre aux questions du public que vous nous avez posées sur la plateforme de diffusion en direct Twitch. Joanne, tu as eu le temps de nous concocter quelque chose? Oui, Raphaël nous a demandé comment on fait pour reconnaître un hypertrucage, Béatrice. Alors, on retrouve 3 trucs pour reconnaître l'hypertrucage pornographique. Il faut porter une attention particulière aux failles audio, aux zones floues, particulièrement au niveau de la bouche, et aux ombres et tons de peau incohérents. Intéressant, merci Béatrice. C'est une question d'ailleurs très pertinente. On peut passer à la prochaine. Oui, Arthur nous demande, c'est pour toi Élodie, est-ce que d'autres États américains vont légiférer les shows de drag queen? Ça aussi, excellente question parce que la réponse est oui. Il y a environ une dizaine d'États où des élus souhaitent faire passer des textes de loi similaires à celui du Tennessee. On parle entre autres du Texas, de l'Arizona, du Kansas. Alors, c'était à nous de jouer en compagnie de Gabriel, moi-même, Élodie, Joanne et Béatrice. Maintenant, c'est à vous de jouer. Allez vous abonner à nos réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram. Et on vous souhaite de passer une excellente soirée. À demain, 18h, sur les ondes de LCN.